Bonjour, je suis Vincent Lapierre, je suis responsable du CPS Paris, un centre médico-psychologique qui s'occupe de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide. Nous accompagnons cette belle initiative qui est Paris en compagnie et nous avons pu ces derniers temps échanger avec des citoyens engagés. On a choisi d'apporter quelques éléments de réponse aux questions qu'ils nous avaient posées dans cette courte vidéo. Alors, pourquoi c'est si difficile de raccrocher? Parce que c'est difficile de se séparer. C'est une évidence, mais elle est utile à rappeler dans le cadre de vos appels à des personnes qui souffrent d'isolement. Puisqu'au moment où vous les appelez, vous rompez leur solitude, mais ils vont la retrouver au moment où vous raccrocherez. Donc l'enjeu, en fait, c'est d'instaurer un sentiment de continuité malgré ça. Et comment est-ce qu'on peut l'instaurer? En fixant un cadre. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de se donner un temps, qui va être celui de l'appel, de prévenir la personne au début de l'échange du temps que vous allez lui consacrer, et puis de vous y tenir pour que l'appel puisse recommencer à nouveau. La question du cadre, elle est importante parce que c'est ce qui va nous permettre de délimiter notre intervention. On pense souvent que les limites, elles ont un aspect restrictif, mais c'est surtout ce qui va permettre de contenir. Contenir au sens de border, et ça va donc avoir un effet en fait plutôt rassurant. Donc raccrocher, ce n'est pas rejeter l'autre dans quelque chose de très négatif, c'est tout simplement mettre fin à un temps d'échange et ça va être la condition sine qua non pour que ce temps d'échange puisse de nouveau advenir. Et puis on va rappeler et insister sur votre importance, l'importance de cet engagement, l'importance aussi des ressources que vous mobilisez et qui doivent être préservées parce que vous en aurez besoin pour éventuellement appeler d'autres personnes, pour rappeler la personne avec laquelle vous êtes justement en train de vous poser cette question épineuse du comment raccrocher. Vous préservez vous, c'est aussi pouvoir maintenir cet engagement que vous avez et qui est, je le répète, important. Quand on appelle des personnes en situation d'isolement, il est fréquent d'entendre de la tristesse, de l'angoisse et même parfois de la détresse. Comment est-ce qu'on fait pour s'en défendre tout en restant dans une attitude d'accueil et d'ouverture face à l'autre? Alors les neuropsychologues, ils distinguent deux composantes de l'empathie. Une composante cognitive qui permet de comprendre ce qui arrive à l'autre, de se mettre à sa place, et puis une composante affective qui correspond au fait d'être affecté par les émotions de l'autre, qui est utile aussi pour comprendre ce qui lui arrive, mais qui peut vite basculer du côté de la contagion émotionnelle. Alors comment on fait pour rester à la bonne distance? Alors si on parle de la bonne distance, de cet équilibre à trouver entre ce qu'on sait, de la différence de la vie de l'autre et notre capacité, on pourrait dire, à s'identifier, c'est-à-dire à sentir de la tristesse ou de l'angoisse dans l'échange avec l'autre. Un point important, c'est justement de se souvenir que ce qu'on sent de tristesse ou d'angoisse nous appartient, vient de notre propre expérience de la tristesse ou de l'angoisse et est réveillé par le discours de l'autre. Se souvenir de ça va nous permettre parfois de nous rapprocher suffisamment et justement de ne pas rester trop loin sans pour autant s'y perdre. Dans la relation humaine, le lien social, il est normal d'être touché par l'autre. Mais parfois, il y a certains appels qui vont nous engager particulièrement au niveau émotionnel, qui vont nous mobiliser davantage. Donc l'idée, ça va être d'anticiper quelles ressources vont pouvoir nous aider par la suite à pouvoir se décharger un petit peu de ce qu'on a reçu, à pouvoir évacuer. Donc pour ça, il n'y a pas de solution miracle, ça va être à chacun de trouver ce qui fonctionne sur lui. Pour certains, ça va être de débriefer avec un proche, pour d'autres, ça va être d'aller faire du sport, d'écouter de la musique. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver sa propre ressource. Alors là, on touche au cœur même de ce qu'est l'engagement. On parle de don et de contre-don. L'idée étant que, bien sûr qu'on a une forme de gratification à cet engagement que nous avons. Parfois, en revanche, il faut un peu d'imagination pour la trouver, cette gratification, parce qu'elle ne saute pas aux yeux, parce qu'en tout cas, la personne que vous aidez ne vous donne pas tous les signes. Ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe, au contraire. Je pense que c'est aussi une manière d'être en relation à l'autre parfois que de dire son mal-être ou en tout cas de le signifier fortement. Quand on se mobilise en tant que citoyen engagé, l'idée n'est pas d'atteindre à tout prix un objectif de mieux-être de la personne qu'on appelle. L'idée, ça va être d'essayer de créer du lien, de proposer quelque chose de possible, tout en laissant la liberté à l'autre de s'en saisir ou pas.
Donc le but n'est pas de trouver absolument une solution. Si la personne arrive déjà à dire quelque chose de sa souffrance, c'est une façon de la partager et ça peut déjà faire beaucoup de bien. Comme le dit Fiona, l'objectif n'est pas forcément le mieux-être, mais l'accueil et l'écoute de l'autre. Alors la plupart des gens, face à quelqu'un qui se sent mal, ont envie de le rassurer, de lui dire qu'il fera beau demain, que la vie est belle. Sauf que la vie n'est pas toujours belle, c'est un fait, c'est une réalité, et que pour être dans un lien profond et sincère à l'autre, il ne s'agit pas de dénier la réalité. Donc dans vos appels, quand vous tolérez une certaine plainte, le silence, une certaine négativité, vous occupez une position importante, c'est-à-dire que vous permettez à la personne qui vous parle de se sentir reconnue dans sa réalité.